Je vais commencer à rire, mais... Bon, ça va. Mais bon, c'est le but, hein. Mais oui, évidemment. Mais bon, je sais pas si c'est dans le but de rire, mais bon. On a pas mal de choses en commun à Narc. Oui. Par exemple, moi j'ai de la famille originaire de Elbeuf. Oh, c'est drôle, ça. Oui. Et la famille Allard, chez qui nous allions étant tout jeunes, c'était des fermiers, Oui. où on faisait des repas extraordinaires, Oui. et on dormait au-dessus de cette petite chambre, au-dessus des granges. Oui, oui. C'était fabuleux, une belle maison avec ferme, Oui. à fond de rue. Il y avait une belle grande grille noire sur le côté de la ferme, et on rentrait les voitures, parce qu'on était toujours les cousins, les cousines, on allait là-bas. Et c'était aussi à Elbeuf. J'y suis près de retourné. Rouen, près de Oui, Rouen. c'est ça. Donc, Je suis retourné récemment voir la maison de mon arrière-grand-père qui s'appelait le Château des Terrasses. Ah, voilà. Et c'était le premier maire de France socialiste D'accord. qui a été élu. C'était mon arrière-grand-père Lafosse. D'accord. Lafosse. Ce qui ne l'empêchait pas d'habiter un château. Non, On l'appelait le Château des Terrasses parce qu'il y avait plein de terrasses qui donnaient sur la Seine. oui, oui. C'était devant la Seine, évidemment. Donc j'ai fait ce parcours plusieurs fois. Remonter la Seine et alors je regarde le Château des Terrasses. Grand voyageur, la famille, le sport. Ah oui, ça, oui, alors là c'est une passion, hein, après la littérature. Donc grand-père maternel, ça. Ça c'est du côté de mon père. De ton papa. Alors ça du côté de mon père. Ma grand-mère est une Lafosse, donc la mère de mon père, tout simplement parce que mon grand-père a fait la guerre 14-18, a été blessé sur le mont Kemmel et comme on le faisait à l'époque avec les blessés, il a été retiré du front et il a été soigné par une infirmière qui était Madame Marguerite Lafosse et qu'il a épousée. Il a épousé son infirmière. Voilà. Ça c'est la genèse, au fond, de pourquoi mon père est à moitié français. D'accord. Voilà. Mais ça a mis évidemment une empreinte dans la famille. Oui, voilà, toute une autre culture est Ah venue mais se oui, voilà, greffer. voilà c'est sûr, c'est sûr. Oui, oui, tout à fait, tout le monde pensait, quand j'étais jeune, etc., à la maison, on pensait France. On parlait de la famille de France, etc., littérature française, théâtre français, tout. Et puis Citroën, puisque finalement, il a vendu toute sa vie un produit qui était spécifiquement français, c'est-à-dire les voitures. C'est ce qui nous a marqué, enfin nous à notre âge, c'est que tu voyais n'importe quelle voiture, dès que tu montais du nord de Charleroi vers Bruxelles, tu commençais à voir Elsmortel sur Exact. toutes les voitures qui venaient du nord et qui descendaient vers le sud. C'est tout à fait. Et dès que tu voyais une Citroën, c'était chaque fois le grand garage Elsmortel. C'était la plus grande affaire en Europe familiale qui vendait des Citroën. Et puis mon père était président pour tout le Benelux, pour la France. Et puis il parlait pour donc représenter la France donc pour le Benelux. Et mon père était un tel orateur que je sais que chaque année, il y avait évidemment lors du salon de voitures à Paris, on faisait venir mon père pour faire le discours inaugural, donc à chaque dîner organisé par Citroën, parce que mon père est un orateur vraiment hors ligne, donc vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que même nous, en tant qu'enfants, on adorait entendre les discours de mon père tellement ils étaient spectaculaires. Et comment ont-ils mis, je veux dire, le pied à la voiture? Ah, mais je te dis, moi, ça c'est mes grands-parents Elsmortel étaient des agents de change. Il y a eu le crack de 29, il avait pressenti. Et alors ils ont fait une reconversion donc dans la voiture. Donc mon grand-père avec son frère ont commencé, c'est pour ça que les établissements s'appelaient les établissements Elsmortel Frères, c'est eux qui ont commencé, et c'est mon père après la guerre, puisque les établissements ont été réquisitionnés par les Allemands durant la guerre pour réparer des moteurs Messerschmitt, et on a récupéré ça après la guerre, et à ce moment-là, mon père est allé voir la direction française en disant « on veut continuer », et Paris a fait confiance à mon père, et mon père a repris les rênes et a développé alors les affaires d'une façon assez incroyable, puisqu'il y avait quand même 150 personnes qui travaillaient pour les établissements Elsmortel, avec je crois que du temps de mon père, il avait des contrats avec Paris, il vendait 3000 voitures par an. 3000 voitures par an. Moi, j'en reprochais avec mon histoire familiale, c'est que mon grand-père, à cette époque-là,
avait, je vais dire, monté le garage General Motors à Charleroi, qui s'appelait Charleroi Automobile. Ah oui, voilà. Donc c'est pour ça que... Ah oui, c'est extraordinaire, oui, il y a un à la parallélisme. fin de la guerre, ce gars roulait dans une Pontiac, c'était absolument marrant. Exact. Quand mon père allait voir ma mère, tout jeune, ils avaient une Buick à l'époque. Ah oui, oui, oui. Bon, c'était tout ce qui était de la General Motors, et puis c'est devenu Opel. Opel est venu Tout à fait. se greffer à tout ça. Ah oui, Les histoires de famille font que tout ça éclate évidemment. Ah oui, oui, évidemment. Mais le garage existe toujours. Ah oui, oui, c'est ça. C'est comme chez nous, les établissements existent encore toujours à Anvers, mais tout ça a été finalement liquidé. Pourquoi? Parce que Paris, à un moment donné, avait une nouvelle politique, que tous les concessionnaires devaient disparaître, et que c'était finalement l'usine qui reprenait les rênes des différentes concessions Citroën. Tu as eu les mains dans le cambouis à un moment donné? Jamais. 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 Oh, non, non, non. Tu n'as jamais été traîné dans les ateliers? Ah non, jamais. Ah si, j'ai été voir toute mon enfance se passe dans ces ateliers, j'ai vu travailler, etc. J'ai vu vendre, j'ai dû travailler chez mon père, il m'a obligé à travailler. La mécanique ne t'a jamais attiré? Jamais aucun intérêt, la vente non plus. Mais mon père m'obligeait durant les vacances, qui étaient relativement longues, toujours 2 mois après l'université, 3 mois, de venir travailler dans les établissements Citroën. Donc je sais ce que c'est, mais ça ne m'attirait mais absolument pas, puisque je savais très très bien, déjà à l'âge de 10-12 ans, que ma carrière se situait dans le domaine du droit. Ça, je le savais. Oui, il n'y a pas eu d'hésitation. Déjà à 10-12 ans, je prenais déjà parti pour ou contre la peine de mort. Je me rappelle très très bien qu'il y avait un article dans la Libre Belgique où on posait la question, faut-il faire revenir la guillotine en Belgique, puisqu'on parlait d'un cas bien spécifique, qui était, dans toute son horreur, méritait la peine de mort. Et je sais qu'à genoux, je lisais ça, et je prenais déjà position. Oui. Frères et sœurs qu'il y a autour de toi à ce moment-là? J'ai 2 frères et j'ai une sœur, oui, mais qui ne se sont jamais intéressés à ces domaines-là. Non, absolument pas, puisque mes 2 frères ont travaillé pour mon père. Mais donc, il y a déjà le droit qui se pointe en toi tout jeune. Tu vas entamer des études de droit, donc. Et tu fais ça? J'ai d'abord fait le circuit normal de l'époque, j'ai fait les gréco-latines à Gand, chez les Joséphites au collège de Mel, et ensuite, bon, tout ça c'est en néerlandais, toutes ces études étaient en néerlandais, puisqu'on était bien obligé, comme je suis natif d'Anvers, j'ai fait toutes mes études en néerlandais, parlant évidemment le français à la maison, grande facilité. Et alors je me suis inscrit en néerlandais, mais à l'époque c'était une seule université, c'était l'ULB-VUB. C'était les mêmes locaux, c'était les mêmes professeurs qui étaient bilingues, incroyables. Donc j'ai fait alors le droit et la criminologie. La criminologie durant les vacances par passion, et parce que les vacances étaient tellement longues. Donc je ne savais pas partir pendant 3 mois, j'avais évidemment pas les moyens pour le faire, donc j'étudiais, mais par plaisir. Tu faisais des jeux de rôle avec tes amis à ce moment-là? Si je faisais des jeux de rôle. Donc pour le futur métier d'avocat? Non, absolument pas. Absolument pas. J'ai appris mon métier devant le conseil de guerre en Allemagne, parce que j'ai prêté serment comme avocat devant la cour d'appel d'Anvers. J'ai été directement travailler chez mon cousin Jacques Castille, qui était curateur de faillite. Donc j'ai commencé dans la curatelle, ça ne m'intéressait a priori pas du tout, mais comme c'était un cousin, c'était facile d'avoir un patron, et pour commencer, j'ai été directement rappelé comme militaire, puisque bon, pendant 5 ans j'ai été exempté du fait de mes études, et j'ai choisi le service militaire en Allemagne. Et pourquoi? Parce qu'il était plus court, et donc c'était déjà très embêtant d'être finalement soustrait à ce métier que je venais de commencer, et j'étais envoyé en Allemagne. 73, 74, 75. Je vais te dire, à ce moment-là, on est en 76, 77. J'ai fait mon service en 77, et j'ai eu la chance d'être appelé au service social de l'armée. Et à ce moment-là, j'ai commencé à plaider devant le conseil de guerre de Nehem. Alors là, c'était quelque chose d'extraordinaire, puis c'était encore à ce moment-là la guerre froide, etc. Il y avait énormément de miliciens qui désertaient l'armée, il y avait énormément de délits d'insubordination, etc. Et beaucoup de crimes de sang, parce que je suis de l'autre côté, à ce moment-là, du Rhin, puisqu'il y avait un conseil de guerre à Cologne et un à Nehem en campagne, ce qu'on appelait le conseil de guerre en campagne Nehem B. Et alors là, j'ai défendu des milliers, au total, j'ai défendu plus de 1000 miliciens, certainement, mais il y avait vraiment des crimes de sang, etc. Et ce tribunal était bien spécifique dans le sens qu'il était bilingue aussi. Il était bilingue, c'était un tribunal bilingue.
Et donc là, j'ai vraiment dû apprendre. Je savais pas quand je suis arrivé, je ne savais pas plaider. Je marquais mes plaidoiries sur des petits morceaux de papier, etc. Et puis, à force j'ai appris vraiment à plaider. Et je suis resté 3 ans en Allemagne. Après mon service militaire, j'ai continué, j'avais développé une telle clientèle, parce que personne ne s'occupait de tous ces pauvres miliciens qui se trouvaient dans des conditions, dans une prison épouvantable là-bas à Nehem, et je suis resté m'occuper de tous ces jeunes. Après, j'ai continué en Belgique, j'ai plaidé devant tous les conseils de guerre, j'ai continué vraiment à faire carrière devant les conseils de guerre, mais je suis resté 3 ans en Allemagne à m'occuper de tous ces jeunes. Je reste, malgré tout, à me déplacer chaque semaine, 2 fois par semaine. J'allais en Allemagne pour les audiences, du mardi et jeudi. Je préparais toutes mes audiences là-bas en Allemagne. Bon, finalement, au bout de 3 ans, je suis rentré définitivement à Bruxelles, mais j'ai continué à pratiquer tous les conseils de guerre, parce que, évidemment, j'avais la chance d'être bilingue. Donc, je pouvais plaider aussi bien à Gand qu'à Liège. J'ai plaidé énormément, par exemple, de cas à Liège. Je plaidais à Gand, je plaidais à Anvers. J'ai fait vraiment tous les conseils de guerre. Oui, c'était une période vraiment palpitante parce qu'elle sortait totalement de l'ordinaire et on plaidait devant des mini-jurys. Je me rappelle très bien, j'ai plaidé plusieurs crimes de sang, mais finalement, là, on ne passe pas devant un militaire, ne passe pas devant une cour d'assises, il passe soit devant le conseil de guerre et on l'appelle devant la cour militaire. Et donc, la cour militaire et le conseil de guerre étaient donc composés d'un juge professionnel et de militaires. Donc c'était un mini-jury qu'il fallait, devant lequel on plaidait, donc des crimes de sang qui prendraient par exemple une semaine devant les assises, devant le conseil de guerre, c'était une journée. En une journée, le tribunal se forgeait une opinion et condamnait ou acquittait. Voilà. On passe à l'écriture à quel moment dans la vie de Marc Elsmortel? Oh, ça c'est très jeune et je sais parfaitement situer le moment. Je suis en cinquième primaire, je suis touché par une jaunisse et j'ai été alité certainement pendant plus d'1 mois. Alors pour me divertir, ma mère m'a apporté les pièces noires de Jean Anouilh et j'ai commencé à lire Jean Anouilh. Je me rappelle très très bien, c'était le voyageur sans bagage, c'est un titre que j'ai retenu et j'ai trouvé ça extraordinaire. Il y a une deuxième raison, c'est que, comme je l'ai souligné, mon père, travaillant pour Citroën, donc pour Paris, avait des réunions régulièrement dans la capitale française, amenait ma mère lors de ses séjours, et leur passion, c'était d'aller au théâtre. Donc, alors à ce moment-là, ils revenaient avec des récits qui me passionnaient. Ils avaient vu Jouvet, ils avaient vu Brasseur dans Le Diable et le Bon Dieu de Sartre, donc ils avaient vu les plus grands comédiens. Et donc tous ces récits, je les entendais à la maison, et donc ça a éveillé un intérêt particulier pour le théâtre. Troisième raison, comme j'étais un passionné de lecture, évidemment, durant mes études universitaires, j'avais moins le temps de lire. Mais pour finalement continuer à lire, je me suis dit, mais je vais lire du théâtre, parce que le théâtre, c'est plus pratique, c'est plus... On lit une pièce en 1 heure, 2 heures, et donc j'ai vraiment lu des centaines et des centaines Et tu as déjà été au théâtre à ce moment-là? Je n'arrêtais pas d'y aller. Ah oui, j'écumais tous les théâtres et l'opéra principalement aussi. Mais donc, j'allais voir toutes les pièces. Ah oui, j'étais passionné, par exemple, de la comédie Claude Voltaire, où on jouait Monterland, parce que Monterland, pour moi, c'est un des grands, c'est un des dieux. Une écriture exceptionnelle. Il est malheureusement un tout petit peu oublié, mais c'est un homme fantastique. Bon, il y avait évidemment... À nous, il y a des gens comme Salacrou, dont on entend moins parler, qui étaient des auteurs incroyables, Hugo Betty, et bon, alors évidemment, un des plus grands, c'est Goethe. Goethe, si on me demande le Faust numéro 1, le Faust numéro 2, il a écrit un livre aussi extraordinaire sur les affinités électives de Goethe. Bon, pour moi, ce sont aussi des sommets, oui, voilà. Donc tu accumules une érudition extraordinaire. Là. Ah oui,
oui, je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Et alors, c'est évident que grâce à mes parents, je suis mis aussi en contact avec un monde littéraire incroyable. Par exemple, j'avais une admiration folle pour Henri Guillemin, qu'on montrait toujours sur le petit écran, puisqu'il présentait, je crois, en 20 conférences la Révolution française. Il présentait De Gaulle, des tas de personnages, Vigny, etc., à la télévision. Et grâce aux amitiés françaises, où mon père était fort actif, j'ai vu Guillemin en tant que conférencier. Et c'est à Guillemin que j'ai remis mon premier recueil de poèmes qui s'appelle L'Éclaboussement. Et alors je me suis dit, bon, cet homme, il ne va pas le lire, il va mettre ça de côté, etc. Pas du tout, pas du tout. Durant son retour vers Paris en train, il a lu L'Éclaboussement et il m'a envoyé une très longue lettre en disant, vous savez, j'avais écrit un poème sur une déchirure avec une copine avec laquelle c'était fini, je devais avoir, je sais pas, 17-18 ans. Et il m'a dit, vous savez, moi j'ai connu une affaire parallèle dans ma jeunesse et vous parlez avec des accents qui me plaisent, vous devez absolument poursuivre l'écriture. Alors j'ai fait un projet d'une première pièce, il m'a dit c'est dégueulasse, c'est très 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 mauvais, il faut jeter. Bon, j'étais un peu comme ça, puis j'ai quand même continué, alors j'ai publié la première pièce qui était L'altruisme calciné. Il l'a lu, il l'a approuvé. Et à ce moment-là, oui, bon, je me suis un peu lancé quand même dans l'écriture du théâtre spécifiquement. Oui. J'ai jamais écrit de roman ou quoi que ce soit. J'ai écrit deux essais, Dieu se livre et Préféré au néant. Pas encore joué à ce moment-là. Absolument pas, puisque comme on est en train de mettre dans les tiroirs. Voilà, comme je le dis, le théâtre belge disparaît dans les théâtres. J'essaye, j'en vois quand même à gauche et à droite, mais évidemment, il n'y a aucune réponse. J'ai été même voir encore le patron du National, qui était le fils de Marie Guevers, parce que j'ai eu la chance encore de connaître Marie Guevers à Edegem, puisqu'on est natif du même village, donc j'ai été encore rendre visite, et j'ai encore vu Marie Guevers. Mais donc, non, on oublie, et alors évidemment, à un moment donné, j'ai eu la chance d'envoyer mes textes à Roland Thibault. Et alors, réaction de Roland Thibault, il me dit directement, je veux te voir. J'avais écrit une pièce sur le curé du Ruf qui avait commis un crime abominable qui avait fait vraiment trembler toute la France. Je crois que c'est dans les années 54, où il avait tout simplement tué sa maîtresse. Il avait ensuite fait une césarienne parce qu'il ne voulait absolument pas que l'enfant que cette femme portait, et qui était le sien, soit reconnu, que les traits soient reconnus, et alors il a encore défiguré cet enfant, etc. Alors la question a été posée, évidemment, est-ce que c'est parce qu'il est prêtre qu'il ne doit pas être condamné à mort et guillotiné? Donc ça fait un procès incroyable, et alors il a terminé ce procès en disant, vous savez, je reste prêtre et je répondrai devant Dieu de mes crimes. Et effectivement, il a reçu des circonstances atténuantes, et il n'a pas été condamné à mort ni décapité, et il a fait, je me rappelle, une claustration qui a duré pratiquement 33 ans, et il est mort il n'y a pas si longtemps, à 92 ou 93 ans. Et comment découvres-tu Roland Thibault? Comment je le découvre? C'est une bonne question. C'est parce que je me rends à la foire du livre, et j'avais demandé, la foire du livre permettait de rencontrer des spécialistes de littérature pour présenter éventuellement des manuscrits. Et qui est là? C'est Roland Thibault. Et alors Roland Thibault me dit, oui, il faut faire quelque chose avec ton texte, etc. et tout. Et puis finalement, oui, mais moi je lui dis, mais moi je ne sais pas comment il faut procéder. Et puis finalement, il dit, eh bien, moi je vais organiser une lecture. Mais finalement, chez Thibault, une lecture, c'est pas une lecture, ça devient une vraie pièce de théâtre. Et alors, au Krabbegat, il y a une très très belle salle qui appartenait au peintre Auguste Mazui. Et là, il a organisé pour la première fois ce qu'on appelle une lecture de texte. Mais finalement, cette pièce était jouée. Alors, pour la première fois, je voyais un de mes textes joué, et alors, je l'avoue, j'ai été fasciné. Je ne parle pas par mon texte, c'est de voir, finalement, ce qui était couché, c'est-à-dire un texte couché, ce texte en une fois est debout devant moi. Je vois en une fois
un monde qui se réveille, c'est incroyable. Parce qu'une pièce de théâtre, c'est quoi? C'est un écrit. Et en une fois, on voit cet écrit vivre devant soi. Alors ça, j'ai trouvé extraordinaire. Alors je me suis dit, mais au fond, j'ai la possibilité devant moi de ne pas vivre une fois, mais de vivre de multiples fois à travers mes personnages. Donc, je suis un homme extrêmement gourmand et riche, puisque je vis des tas de vies, à travers mes personnages. Donc ça, c'est le côté passionnant du théâtre. C'est amusant parce que justement, tu cites Roland Thibault que je vais rencontrer ce soir à l'Association des écrivains belges. Voilà, le monde est petit. Hein. Oui, exactement. Et Roland Thibault, que j'ai déjà invité, qui a déjà occupé la place que tu as pour le moment. Je le sais. Oui, comme tu dis, le monde est très petit. Quoi. Oui, surtout dans le monde littéraire. Oui, d'accord. Donc, première pièce est jouée, c'est l'enthousiasme. Ah oui, je trouve que le jeu de la comédienne est tellement extraordinaire, qui jouait Rose, qui était le personnage principal, que j'ai été trouver la comédienne qui s'appelait Daphné Cornet, et j'ai dit, Daphné, je vous promets une seule chose, je vais vous écrire une pièce sur mesure. Et alors j'ai écrit une deuxième pièce pour elle. Roland, une fois de plus, a joué la pièce au Krabegat. Et bon, alors à ce moment-là, il y avait quand même Debar qui jouait dans la pièce. Donc Debar, qui était quand même la sommité, ou une des sommités belges, eh bien, il était dans cette deuxième pièce. Bon, alors je me disais, nom d'un chien, quel honneur on me fait. Et finalement, il y a une troisième pièce, une quatrième pièce, une cinquième pièce, toujours au Krabegat. Et à un moment donné, évidemment, j'ai été rattrapé par Paris. Subitement, on m'appelle de Paris pour une pièce que j'avais écrite qui s'appelle Race. Et on m'a demandé les droits sur cette pièce. Évidemment, j'étais très honoré. J'ai dit, mais avec grand plaisir. Et alors, c'est un metteur en scène, Bouvet, qui a monté cette pièce à Paris, sur le boulevard, c'était à la Comédie Saint-Michel, et la pièce a été jouée 6 mois. Alors pour moi, ça c'était ça la révolution. Ici en Belgique, on joue une pièce grand maximum 3 semaines. Là, on me dit d'emblée, hop, il n'y a pas de problème, c'est pour 6 mois. Voilà, donc la pièce Race a été jouée, c'était formidable, parce que du coup j'étais pendant 6 mois à Paris, puisque j'allais chaque semaine, parce que ça, ils avaient quand même exigé que je sois là, aux représentations, pour parler ensuite, parce que ça se faisait avec le public, et pour expliquer, etc. Une interaction. Oui. Alors ensuite, il y a eu des pierres, rien que des pierres, dont les gens prétendent que c'est la meilleure pièce que j'ai écrite, et cette pièce-là, elle est restée 15 mois. 15 mois à l'affiche, toujours, mise en scène par Bouvet. Et ça a été fantastique, évidemment. Ça a été fantastique, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Puis il y a eu un projet pour Julia, la pièce qu'on va jouer maintenant, qui va être créée en Belgique. Mais il y avait quelque chose qui ne me plaisait absolument pas, c'est qu'on a essayé de m'imposer une comédienne pour cette pièce, et ce n'était absolument pas le personnage. Et alors finalement, j'ai dit non, on ne va pas le faire. Entre-temps, en Belgique, Duret, le metteur en scène, Jean-Luc Duret, me dit je connais un théâtre, la Flûte enchantée, et je trouve que ton théâtre mérite plus d'ampleur, d'être plus connu, etc. Et alors il a commencé par monter Erreur judiciaire, et depuis lors, on n'a plus arrêté. Donc, ça a été pièce après pièce. Puis bon, après, les Amitiés françaises ont acheté, parce qu'une fois que la pièce est auprès de la Flûte enchantée, elle ne m'appartient plus. Ça devient leur produit à eux. Et donc, ils ont vendu certaines pièces à Anvers. Donc, j'ai eu le plaisir de me voir jouer à Anvers dans ma ville natale. Et alors, évidemment, il y a beaucoup de monde. La dernière fois, il y avait 700 personnes pour voir les tapis du Vatican. Donc, ça devient intéressant parce que c'est un public très, très vaste. C'est dans une immense salle. Donc, ça donne plus d'ampleur. On voit sa pièce différemment. Quel est le cadre d'écriture de Marc Elsmortel? Dans quel endroit écrit-il? Dans quel Ah non, ça c'est bien défini. C'est toujours la même chose. À la fin de l'année,
je pars en Angleterre, je vais à Rye, dans un hôtel qui s'appelle le Mermaid Inn. Je m'installe, du matin au soir, j'écris, et ensuite, pendant 3 jours, je prends un bateau à Southampton, et je continue à écrire. Donc, ça me demande 5 à 6 jours. Par exemple, la pièce la plus rapide en écriture, c'était les tapis du Vatican. En 6 jours de temps, elle était écrite, mais sinon, il me faut 3 semaines, 1 mois. Mais comme je n'écris pas le restant de l'année, tout ça, ça s'emmagasine. J'écoute ce que ma femme me raconte sur les affaires, etc. Je lis tous les procès, je regarde. Je ne fais qu'une seule chose, c'est observer les gens. Et donc, sur base de l'observation des gens, et puis il y a des gens qui disent, oui, ça tu devrais écrire, etc. Et puis, évidemment, je m'intéresse aux faits divers juridiques, comme par exemple, souffrez-vous, madame, bon, qui a fait quand même un mini-scandale, etc., puisqu'on prétendait que je m'étais trop inspiré d'une affaire bien connue en Belgique, évidemment. Alors ça amène du monde, parce qu'alors il y a des articles dans la presse, après ça intéresse, etc. Et moi je m'amuse beaucoup, hein, ça c'est clair, je m'amuse beaucoup. Ce sont des moments, c'est les plus beaux moments, hein. Bon, les plus beaux moments c'est avec ma femme et les enfants, on est bien d'accord, mais les beaux moments après c'est quand j'écris et quand je vois la réalisation, voilà. Parle-nous un peu de Julia. Ah, Julia, ça je sais très très bien. Je me fais gifler à Paris en sortant des pierres, rien que des pierres, par une maghrébine en me disant vous n'avez strictement rien compris à la religion musulmane, etc. Il ne faut plus écrire sur la lapidation des femmes. Vous feriez beaucoup mieux d'écrire une pièce sur le viol. Mais je dis, mais il n'y a pas de problème, je vais vous l'écrire, votre pièce sur le viol. Mais évidemment, le viol, c'est un peu simple. On sait très très bien que ce sont les femmes en majorité qui se font violer, mais moi je sais très très bien en tant que criminologue qu'il y a 3% d'hommes qui sont également violés à travers le monde. Donc je me suis dit, bon, on va quand même rendre la chose un peu plus intéressante. Donc dans la pièce Julia, j'ai vu l'aspect d'une femme qui est violée, mais il y a un homme qui est également violé dans cette pièce, et en plus de ça, ça se termine par une erreur judiciaire épouvantable, parce que cet homme qui est violé, on ne le croit pas. Le policier qui l'interroge va dire, mais ça n'existe pas, un homme violé, mais avec quoi venez-vous? C'est pas possible ce que vous me racontez, etc. Et finalement, cet homme qui a été violé, eh bien, il est obligé, on lui enlève tout son honneur, c'est un grand chef d'orchestre, et à la fin, il se suicide en prison parce que personne ne le croit. Donc une affaire sordide, épouvantable. C'est probablement une des pièces les plus noires que j'ai écrites, mais bon... c'est de la provoque tout ça. Quoi? C'est de la provocation dans l'écriture. Ah, je suis très engagé. Ah, oui. Je suis un auteur engagé 100%. C'est rare que je ne me souviens pas, je me souviens pas d'avoir écrit une pièce pour une pièce. Non, ça n'existe pas. J'ai une thématique. Comme je sais très très bien que dans les tapis du Vatican, ma femme m'avait raconté l'histoire d'un couple où la femme avait été abandonnée par son mari au bout de 20 ans, sans aucune raison. Il lui dit le matin, tu sais, finalement, j'ai rien à te reprocher, tu es une femme extraordinaire, mais je vais te quitter. Alors je dis non, ça c'est pas possible. En plus de ça, je connaissais ce couple. Alors là, j'ai dit à ma femme, cette femme-là, je vais la venger. Alors j'ai construit toute une pièce qui s'appelle les tapis du Vatican, autour de ce cas que je trouvais... C'est vraiment une écriture avec les tripes, ça, alors. Oui. Écrit, c'est formidable. Si on suit ma plume, il y a une violence dans ma plume, hein, ça c'est certain. Oui. Ça va très vite. C'est pour ça, ça va très vite, parce que finalement, ma tête bouillonne à ce moment-là, et les répliques fusent vraiment... Oui, c'est des fusées, hein, qui sortent. Hein, oui, ça c'est certain. L'angoisse d'une première. Jamais. Oh non, jamais. Curiosité, oui. Angoisse, absolument pas. Je suis toujours extrêmement calme et ça me passionne. Et je me dis toujours, je me juge jamais moi-même parce que je connais mon texte, mais je dis toujours, nom d'un chien, qu'est-ce que ce metteur en scène a fait avec ma pièce? Voilà. Ah oui. Moi, je viens juger le metteur en scène. Je viens voir si le type a vraiment compris ce que j'essayais de mettre dans ma pièce. Parfois c'est oui, parfois c'est non, parfois c'est moitié-moitié. Voilà. Et on réajuste ou bien on laisse tel quel? Ah non, parfois je vais parler, après
aux comédiens, je dis là, il faut être beaucoup plus ardu, etc. Alors, évidemment, ta question est tellement pertinente que cette fois-ci, je ne le fais pas facilement, mais ici, avec Julia, avec Christian Demarche, avec qui je m'entends très très bien, le metteur en scène, j'ai dit, Christian, ça ne te dérange pas si je dis quelques mots aux comédiens à la première répétition pour quand même essayer d'insuffler l'esprit que j'avais lorsque j'ai écrit la pièce. En général, les comédiens qui ont déjà joué dans mes pièces savent très très bien ce que je veux. Ils le savent puisqu'on discute, etc. Mais ici, je veux quand même bien marquer que c'est une pièce d'une violence inimaginable. Et tu as une nouvelle comédienne, là, qui ne te connaît pas encore. Ah, je ne la connais absolument pas, et c'est pour ça que j'ai demandé encore hier soir au metteur en scène d'avoir ses coordonnées, et je vais prendre contact avec elle, et gentiment lui expliquer comment je vois son personnage, en la laissant évidemment tout à fait libre de donner sa propre interprétation. Les répétitions ont déjà commencé quand? Non, elles vont commencer. Elles commencent la semaine prochaine, ça dure un mois, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Oui, oui, le texte est relativement étoffé, oui, oui. Donc pas de stress pour la première. Non. Attends, je vais te dire, non, je crois que c'est curiosité. Alors ici, évidemment, il y a 2-3 scènes, là tu as raison, il y a 2-3 scènes extrêmement compliquées, je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a un bain qui a une importance énorme dans cette pièce, puisqu'il y a quelques scènes qui se passent dans un bain. Évidemment, tout ça n'est pas facile à réaliser, mais bon, ça c'est le metteur en scène, mais je l'ai vu hier soir, j'ai dit, Christian, pas de problème, il dit, pas de problème, tout ça, ça va comme ça, c'est dans mon esprit, etc. Ça c'est formidable, parce que je suis aidé d'une façon incroyable. C'est vrai que si je devais mettre en scène, ça serait une autre question, parce qu'alors là, comment avoir certaines craintes, etc., en disant, bon, je ne crois pas que j'ai l'esprit d'un metteur en scène, je ne crois pas que j'ai l'esprit d'être un comédien. Peut-être. S'il te plaît. Tu irais trop dans le détail à ce moment-là. Oui, et puis quelqu'un qui a l'autre regard dessus va pouvoir... Oui, et puis je crois que j'aurais une mauvaise vision, oui. une mauvaise vision, non, ce serait trop. Je me contente simplement d'écrire. Par contre, j'écris en fonction de comédien, et j'écris parfois en fonction de l'endroit. Par exemple, pour la flûte, je sais très bien comment est la scène de la flûte, donc je tiens quand même un tout petit peu compte du théâtre de la flûte enchantée. Et alors, j'écris, par exemple, Jacqueline Prézot m'avait demandé d'écrire une pièce, et alors c'est devenu Souffrez-vous, madame, que j'ai vraiment écrite. Cette pièce est écrite pour le jeu de Jacqueline Prézot, qui m'a fait d'ailleurs un présent extraordinaire, puisqu'elle a joué, je trouvais cette pièce vraiment, c'était la perfection. Je reviens à Julia ici, parce qu'encore une fois, quand on a un écrit de cette ampleur-là, tu prépares quand même un petit peu le metteur en scène avant pour lui le prévenir que ça n'a rien à voir avec le... Ah, ça va, mais il a lu, et je dis, Christian, tu as quand même vu que cette pièce, c'est une pièce vraiment très violente, et que Julia, dedans, c'est vraiment une très 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 mauvaise personne. C'est une salope dans cette pièce, c'est une personne qui se venge d'une façon abominable. Il me dit tout ça, t'inquiète pas, j'ai parfaitement compris. Donc le casting, c'est lui. Ah oui, 100%. 100%. Oh, parfois je dis Christian, je verrais bien éventuellement tel personnage. On est toujours d'accord. Très bizarrement, quand je lui parle, il me dit oui, tu as raison. Comme par exemple, on prépare déjà maintenant longtemps à l'avance, 1 an, 2 ans à l'avant, la prochaine pièce, c'est les vases communicants, que j'ai écrit, qui se passe également au Vatican. Je sais que c'est Demarche qui va la monter. Et déjà, on parle de cette chose. Il me dit, tu sais, la scène dans le Colisée, c'est peut-être un peu compliqué. Je dis, mais non, on va projeter le Colisée. Il me dit, oui, mais pour faire disparaître la personne. Je dis, mais non, tu sais, il y a eu, dans l'erreur judiciaire, là, il y avait le même genre de meurtre. Et on l'a solutionné. Ah, il me dit, on l'a solutionné comme ça. Il me dit, pas de problème. C'est un homme extrêmement... justement, il possède son art, il sait parfaitement ce qu'il va faire. Par contre, on discute un tout petit peu du casting. Je lui ai encore dit hier, je verrais bien un tel jouer dans la pièce. Il me dit oui, pourquoi pas, mais c'est lui qui décide et je le laisse décider. C'est son domaine, Il n'a pas eu de difficulté. Et c'est son théâtre. Julia, non. Si. Oui, alors là, oui, très difficile, parce qu'évidemment... Il faut accepter le rôle, quoi. Ah, il faut accepter le rôle, on ne va pas tout dévoiler, mais il faut accepter, c'est un rôle extrêmement difficile. Moi, il y a des comédiennes,
ma femme était à côté de moi, elle ne savait pas, en disant, oh là 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 là, je veux le texte, Marc, donne-moi le texte, donne-moi le rôle. Mais je dis, mais je ne peux pas te donner le rôle, c'est pas moi qui décide. Si, je le veux, tu vas voir, je vais être formidable. Mais, dit-elle, par contre, je ne veux pas faire, je ne veux par exemple pas me déshabiller dans certaines scènes, je ne veux pas embrasser, etc. Mais je lui dis, mais bon, je dis, si tu ne veux pas embrasser, je dis, mais alors tu ne dois pas devenir comédienne. C'est comme si quelqu'un, dans une de mes pièces, disait, je ne vais pas tuer. Mais allez, bon, c'est un ridicule total. Je dis, alors arrête le théâtre, ça ne va pas. Donc il y a des gens qui viennent me supplier pour que j'intervienne auprès de Christian. Mais heureusement, Christian est exactement sur la même longueur d'onde que moi, et il dit, bon, terminé. Donc il y a eu donc pour mes pièces, il y a de véritables castings. Mais bon, ces castings sont incroyables parce que pour les tapis du Vatican, grâce au cours Florent, maintenant qu'il y a une antenne ici à Bruxelles, plusieurs comédiens du cours Florent se sont présentés à la flûte enchantée. C'était des comédiens extraordinaires. J'ai jamais vu une pièce aussi bien jouée que les tapis du Vatican. Et j'ai réfléchi et j'ai trouvé la solution. Pourquoi? Tous ces gens sortaient de la même école et tous ces gens jouent d'une façon homogène. Il n'y a pas un comédien qui joue mieux qu'un autre, absolument pas. Que dans mes autres pièces, il y a toujours quelqu'un que je trouve qui plaît. Non, je l'ai dit, qui plaît, qui joue mieux et d'autres qui jouent moins bien. Et ça déforce une pièce. Mais quand tout le monde joue à la même hauteur, alors là, ça devient extraordinaire. Et donc maintenant, il y a plusieurs comédiens du cours Florent qui jouent à la flûte enchantée. Alors là, ça c'est très rassurant. Ça, c'est très rassurant. Oui. Bon, tu nous as parlé de toi, mais tu es un grand voyageur aussi. Ah, il n'y a oui. aucune trace de tes grands voyages dans les écrits. Si, de temps à autre, je cite, oui. Par exemple, si tu prends les vases communicants se passent à Rome, dans le Colisée, l'héroïne vient d'Orange, donc il y a le théâtre d'Orange, où j'ai été 2 fois l'année dernière, j'étais 2 fois dans le théâtre d'Orange, et ça m'avait tellement fasciné que au contraire, ma pièce se déroule en grande partie dans le théâtre d'Orange, au Vatican aussi, donc il y a quand même des réminiscences, de voyage. Là, tu n'as pas, je vais dire, un écrit qui tourne d'un voyage bien spécifique, une aventure de voyage. Non, absolument. Pourtant, lors d'un voyage, tu as sûrement des anecdotes incroyables qui se déroulent, qui se passent. Des petites choses qui pourraient te dire, tiens, tout compte fait. Ah oui, mais ça, alors là, je vais te dire, c'est beaucoup plus simple. L'amorce de Julia se situe à Paris. Parce que Julia, la femme dont je parle dans ma pièce, cette femme existe en réalité. Je l'ai rencontrée à Paris. Mais évidemment, cette femme ne commet pas tous les crimes et toutes les situations que je décris dans ma pièce. Mais le départ de la pièce, c'est la rencontre avec un personnage. C'est la rencontre avec un personnage. Comme tu disais tantôt, tu observes les gens, tu regardes, et ça te sert un petit peu par après. Oui, voilà, exactement. Oui. Là bien. Mais c'est vrai que je ne décris pas dans mes pièces des voyages. Non, absolument pas. Non. Je situe, si par exemple, erreur judiciaire, ça se passe lors d'une transatlantique, et comme j'ai fait 8 transatlantiques, maintenant tu me dis, voilà, une pièce qui se passe durant une transatlantique, avec un crime... je ne sais pas si tu as vu cette pièce erreur judiciaire, elle se passe sur un bateau durant une transat. Donc quand même, tu vois, il y a quand même quelques petits éléments, qui apparaissent, voilà. Comme par exemple, je suis certain, la prochaine pièce que je vais écrire maintenant au mois de décembre, je vais parler de Tolède, parce que je reviens de Tolède et j'étais tellement émerveillé par la vue qu'on a de Tolède à partir de l'hôtel Le Parador, que je vais certainement parler de Tolède dans ma pièce d'une façon ou d'une autre. Oui, je vais l'inclure pour rendre hommage à Tolède, on se comprend bien. Voilà. La table et la gastronomie, quelles sont tes meilleures tables en Belgique? Oh, si tu me demandes, mon endroit de prédilection, c'est le siphon. J'aime bien le siphon. On m'enlèverait le siphon à Dame, je serais l'homme le plus malheureux. J'y vais certainement 1 fois par semaine.
Oui, oui, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Oui, voilà, bon, ici à Bruxelles, du temps où je vivais ici à Bruxelles, il y avait d'autres restaurants qui me plaisaient énormément, où j'allais tout le temps. J'ai vécu au Vieux-Saint-Martin, j'ai vécu au Ouvre, j'ai été la Taverne du Passage, tous ces endroits, je les ai... Ce sont des lieux d'écriture pour toi aussi, ça? Oui, quand tu me parles, c'est parce que j'écrivais vraiment dans ces endroits, oui, tout à fait. Oui, à l'époque, c'est une époque beaucoup plus lointaine, puisque maintenant c'est bien organisé. À la fin de l'année, je pars, ça fait quelques années. Mais c'est vrai que avant, quand j'avais un boulot de dingue, j'essayais d'avoir une soirée pour écrire. C'est pour ça qu'une pièce me demandait 3 mois à l'époque. 3 mois. L'écriture s'accompagne-t-elle de musique chez toi? 100%, les deux sont indissociables. J'ai aussi développé un amour de la musique dès mon plus jeune âge. J'ai été au conservatoire de Gand, j'ai suivi des cours de piano, et puis j'ai commencé vraiment la boulimie de découvrir les œuvres. Déjà à 18 ans, j'ai été au festival de Salzbourg, j'ai été à Bayreuth, j'ai vu Boulez diriger, j'ai vu Peduzzi, j'ai vu Chéreau, le grand metteur en scène à Bayreuth. Ce sont des moments inimaginables. J'ai vu diriger Karajan, j'ai vu diriger Böhm, j'ai vu le compositeur Karl Orff, etc. En personne. Donc j'ai eu aussi beaucoup de chance de ce côté-là. Mes vacances, c'était aller au concert, c'était aller à Vienne. Vraiment, c'était la musique, c'est très important. À tel point que je me demande si finalement l'écriture ne cache pas un complexe. C'est-à-dire que je vois très bien que quand j'écris mes pièces de théâtre, en quelque sorte dans mon esprit, il y a toujours le regret que ce ne sont pas des opéras. Pour moi, l'opéra, c'est l'art suprême, puisque l'art de l'opéra inclut l'écriture, le ballet, l'orchestre, les chœurs. Et en plus de ça, bon, je l'ai dit, l'écriture, ce sont les livrets qui sont parfois vraiment des chefs-d'œuvre, puisqu'on a employé les Goethe, etc., pour écrire des livrets. Wagner écrivait ses livrets lui-même. Mais donc, je suis convaincu qu'au fond de moi-même, j'aurais voulu composer, et je construis mes pièces de théâtre comme si c'était des œuvres musicales. D'ailleurs, je ne marque jamais acte premier, acte deuxième, acte troisième. J'écris toujours mouvement 1, mouvement 2, mouvement 3. Pour moi, c'est de la musique. C'est de la musique. Et il y a vraiment la façon dont je termine chaque fois mes mouvements. C'est comme si je terminais toujours unisono avec un accord en mi bémol ou quoi que ce soit. Je mets chaque fois une note. Hier soir, ça c'est quelque chose à laquelle on ne touche pas, j'ai été enregistrer la musique de Julia. C'est-à-dire que certainement pendant 2 mois, j'ai réfléchi quelle musique je voulais pour ma pièce. Donc j'ai trouvé, et alors sur base de ce que j'ai trouvé, j'ai été enregistré hier à la flûte enchantée les morceaux requis pour faire la séparation entre chaque mouvement. Je pourrais, à la rigueur, ce serait le plus beau, c'est d'avoir un piano et durant la pièce, improviser mes états d'âme, le truc, mais bon, ça c'est impossible, je ne sais pas être là à toutes les représentations. Mais donc la musique, elle est capitale dans ma vie. Et pour te dire combien elle a de l'importance, quand je suis avec mes 2 amis Barognan, Jean-Baptiste et Pierre, quand on est à nous 3, on ne discute jamais de littérature, jamais. On discute musique, ça c'est important. Jean-Baptiste, qui est quand même un des plus grands écrivains belges, qui m'a énormément influencé par sa dynamique d'écriture, aussi parce qu'il met des intrigues, tout ça, ça m'a fortement influencé dans mon théâtre. Eh bien, avec cet homme-là, on parle de musique. Il dit d'ailleurs, tu es mon seul ami qui est musicologue comme moi, parce qu'il a aussi une connaissance incroyable. Et Pierre Barognan est certainement un des plus grands connaisseurs d'opéra que je connais ici en Belgique, et qui va aussi à Bayreuth, il va à Munich, il suit tous les festivals de musique. Donc on a une passion commune extraordinaire, et ça c'est du ciment. Parce que quand on aime la musique ensemble, on pense à une seule chose, à l'émotion et la passion. C'est ça le ciment. Tu touches quel instrument? Le piano.
le piano. Ah oui, 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 le piano, oui, oui, oui. Mais je n'ai plus l'occasion, je n'ai pas de piano chez moi. J'ai énormément joué, énormément. Mais je n'ai plus l'occasion. Donc, une fois par an, encore quand je suis en Autriche, dans un hôtel où il y a un beau piano à queue, alors là, je me remets à jouer pour le plaisir pendant une semaine. Mais bon, donc malheureusement, mais dans ma tête, j'entends suffisamment de musique. Ça ne te manque pas ce piano? Par manque de temps, non. J'aurais plus de temps, oui, mais j'ai déjà souvent hésité en disant est-ce que je vais m'en acheter un, etc. J'ai pas beaucoup de place à la maison pour le mettre. Et puis je te dis, j'entends tellement de musique dans ma tête que finalement ça me suffit. J'entends tout. Dès que j'ai un moment, comme maintenant je veux monter dans ma voiture, automatiquement je me mets à l'écoute de musique. Qu'est-ce que tu vas écouter? Je sais, probablement Martinu, oui, c'est un compositeur, Bohuslav Martinu, que j'aime bien, qui n'est plus assez joué, mais qui a construit de bonnes œuvres et des œuvres qui servent, qui peuvent parfaitement servir pour une pièce de théâtre. Parce que c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique aussi en disant oui, qu'est-ce qui collerait à la pièce, etc. Et tout. Donc c'est fonctionnel aussi, mais sinon j'écoute tout le temps. Je suis à la maison, je joue ma tablette et j'écoute de la musique. Oui. Ces derniers temps, j'ai écouté énormément de musique. Et quand tu es avec ces amis que tu as cités, comment vous parvenez à clôturer une soirée? Vous parlez musique, vous parlez écriture, vous parlez littérature? Non, musique. Uniquement musique. Oui. C'est quelque chose de défini entre nous. On le ressent comme tel. Bon, c'est pas ça. On peut discuter aussi d'anecdotes de la vie, évidemment. Hein. Mais disons que c'est vrai que c'est une grande partie. Une grande partie de... Moi, je peux passer toute une soirée, par exemple, avec Pierre Barognan, où je vais lui dire, mais bon, raconte-moi ce que tu as entendu à Beyrouth, qu'est-ce que tu as entendu à Munich. Mais ça met beaucoup de temps, parce que bon, il faut être très précis, je vais entendre, etc. Et je peux comparer, évidemment, parce que je connais très bien ce domaine, très bien, parce que j'y ai mis un temps fou. Hein. J'ai vu aussi des centaines d'opéras. Oui. Donc je suis vraiment, je suis vraiment ancré dans ce domaine. Oui. Merci d'être venu chez nous pour nous confier toute une vie qu'on vient de découvrir à nouveau. L'auteur Marc Elsmortel. Merci Willy, c'était passionnant. Et merci de ton amitié. On se revoit dans quelques semaines à la première de la pièce en question, Julia. Avec plaisir. Qui est donc jouée au Théâtre de la Flûte à chanter. À très bientôt, Marc. Merci Willy. Je vais commencer à rire, mais bon, ça va. Mais bon, c'est le but, hein. Mais oui, évidemment. Mais bon, je sais pas si c'est...